personne est un jour ou l'autre confrontée à une situation d'injustice. Depuis des décennies, de nombreux psychologues ont tenté d'expliquer cette notion de justice et d'injustice à travers l'approche théorique de la justice organisationnelle. Voici Bob. Il est salarié en tant qu'assistant RH au sein de la société Enjoy. Tout se passait très bien jusqu'à maintenant. Il avait un bon poste, une bonne rémunération et de bonnes relations avec ses collègues et sa hiérarchie. Mais un jour, il a estimé subir une situation d'injustice de la part de son supérieur. En effet, malgré la contribution de Bob au travail, celui-ci a remarqué qu'il gagnait beaucoup moins que ses collègues faisant le même métier que lui. C'est pourquoi il n'a pas compris pourquoi il était pénalisé. Sur le moment, il a vécu cette situation comme une sanction. Qu'est-ce qu'il a fait qui n'allait pas et qui mérite cette punition? Qu'est-ce que ses collègues font de plus que lui? Mais d'où part ce constat? La justice organisationnelle a depuis longtemps été reconnue comme une valeur fondamentale affectant les relations des individus. Elle favorise leur satisfaction vis-à-vis du travail, leur engagement organisationnel, leur adhésion à la politique de l'entreprise, la résolution des conflits et les comportements civiques. En d'autres termes, la justice organisationnelle est la perception que se fait un individu sur la manière dont il est traité dans son milieu de travail. Il existe trois composantes de la justice organisationnelle. Tout d'abord, la justice procédurale. Cette justice est une manière d'exercer les règles et les procédures afin de permettre l'attribution des récompenses. Le sentiment d'équité est basé sur les méthodes, les procédures et les décisions d'attribution mises en place dans une organisation. La deuxième composante est la justice distributive. Elle correspond à la distribution des récompenses et des biens tels que le salaire, les promotions, les primes, la reconnaissance que le salarié attend de la part d'une entreprise. Il définit un ratio entre la contribution et la rétribution d'un individu comparativement à une autre personne dans une situation similaire que celui-ci. Il existe donc une règle de proportionnalité de ces deux variantes. Ainsi, le sentiment d'injustice provient d'un déséquilibre entre la contribution et la rétribution qui peut provoquer différents modes émotionnels comme la colère, l'impuissance ou encore les remords. Quant à la justice interactionnelle, elle est désignée comme la justice relationnelle. On parle de justice interpersonnelle quand on désigne le niveau de respect et de dignité du décideur envers les subordonnés. Et on parle de justice informelle quand on désigne le niveau d'explication fourni par le décideur sur les règles et les procédures mises en place. Plus le salarié estime être traité à sa valeur, plus sa considération et sa perception de la justice sera grande. Le modèle de la valorisation des groupes est le fait que face à l'autorité, un individu aura besoin de reconnaissance afin de s'améliorer dans ce qu'il fait. Cependant, il aura une crainte d'être exclu par sa hiérarchie. Cette incertitude face aux décisions de la hiérarchie va permettre une plus grande nécessité de justice. Cette théorie est basée sur trois éléments: la reconnaissance sociale, la neutralité et la confiance. Généralement, c'est le principe d'équité qui est déterminant dans l'impression de justice. En effet, l'individu observe l'environnement de travail qui l'entoure pour savoir s'il est traité avec équité. Si celui-ci n'est pas satisfait à la suite de cette comparaison, il ressent un sentiment d'iniquité qui crée chez lui un sentiment de frustration. Quand un individu est invité à décrire une situation ou une relation de travail perçue comme injuste, les individus mobilisent trois principes de justice: le principe de l'égalité entre les individus, le mérite et le principe d'autonomie. La direction est généralement tenue pour responsable des procédures mises en place telles que les systèmes de rémunération et d'évaluation des performances. Mais c'est le manager qui est reconnu responsable de la manière dont ces procédures et décisions sont appliquées et transmises aux salariés. Si le manager estime que les objectifs sont réalisables et justes, alors ils seront source de motivation. Mais la subjectivité génère parfois le risque d'évaluer la performance du salarié de manière injuste. Les conséquences de la justice sont tout d'abord financières. Le coût de l'injustice est aujourd'hui toujours élevé et préjudiciable pour les entreprises. Par exemple, l'injustice amène souvent à l'absentéisme. Et selon une enquête réalisée, le coût de l'absentéisme est évalué à 60 milliards d'euros en 2015. La conséquence est celle qui touche les relations humaines. Par exemple, d'après une étude américaine réalisée en 2011 auprès de plus de 300 cadres, 84% d'entre eux affirment que le favoritisme découlant des affinités ou des contacts personnels influence la promotion des salariés dans leur entreprise respective. Dans 56% des cas, les N+1 disent savoir quel employé ils envisagent de promouvoir avant même d'avoir réalisé une évaluation des candidats. Des systèmes de récompense sont mis en place au sein des organisations. C'est ainsi que le salarié mesurera l'équité par des actions que l'entreprise lui assure pour accroître sa performance. Un collaborateur donnera d'autant plus qu'il estime que l'entreprise lui permet de développer ses compétences et donc de meilleurs résultats. Si toutes les composantes de la justice organisationnelle étaient respectées, tout irait mieux dans le meilleur des mondes. Et vous, avez-vous déjà été victime ou témoin d'une situation d'injustice ? Created using Powtoon.